en cette première après-midi du FIC avec le Hacking Lab qui reprend sur un cycle de conférences dont vous pourrez trouver le planning sur le site internet du forum. Cet après-midi, nous allons débuter avec le partenaire Atos, représenté par Anthony Boens, qui vient venir nous parler d'une intrusion physique à la fois pour le plaisir et pour le profit. On a eu déjà l'occasion d'aborder le sujet avec un autre intervenant un petit peu plus tôt dans la journée. Toutes ces interventions, vous pourrez les retrouver ensuite après le forum sur les vidéos qui sont enregistrées ici et que vous pourrez par la suite soit reprendre, soit suivre. J'appelle donc Anthony à venir me rejoindre. Anthony, on va parler ensemble de cette intrusion physique pour à la fois le plaisir et pour le profit, puisque évidemment les spectateurs qui sont ici auront l'occasion de vous regarder puis d'interagir. Surtout, le format est très simple, ce sont 30 minutes d'échange avec une répartition de 20-25 minutes de conférence et ensuite 5 à 10 minutes de questions-réponses où j'irai porter le micro parmi le public. Et puis bien sûr, par la suite, après votre présentation, ceux qui souhaiteraient pouvoir approfondir le sujet ou encore une fois discuter avec vous de thèmes ou d'autres, ils seront invités à vous rejoindre sur le stand d'Atos qui se trouve peu après les escaliers d'entrée au salon. Voilà. Messieurs, dames, je vous souhaite une bonne conférence. Et puis, du coup, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Ah, vous m'entendez, super. Bonjour à tous, du coup, moi je suis Anthony et je vais vous parler de l'intrusion physique pour le fun et pour le profit. Ça dépend évidemment de votre éthique. Donc, je vous fais une brève présentation. Donc, moi, je travaille chez Eviden, qui du coup n'est plus Atos. Et notre stand est juste là-bas. Et je suis passionné de casse-tête, de serrures, de rhum, d'astronomie, de pizza, etc. Et l'objectif de cette présentation, en fait, si vous connaissez un peu Sardoche, l'objectif, c'est pas d'être les meilleurs, c'est de prouver que tout le monde est nul. En fait, je vais vous montrer que ici, on va parler beaucoup d'ouverture fine. Donc l'ouverture fine, c'est le fait d'ouvrir des trucs, des portes, des portails, tout ce que vous voulez, mais sans les casser. Et ça, sans talent. Donc je vais vous montrer un petit peu ça. On va parler de ça pendant 30 minutes. Hop. Donc du coup, juste un petit disclaimer, pour ouvrir des choses, on va devoir les crocheter, etc. Le crochetage, c'est quelque chose qui est légal si vous le faites uniquement chez vous, sur vos portes, etc. Si vous ne le faites pas, donc comme il y a écrit ici sur le texte de loi des fins vagabondes, ça devient illégal. Mais voilà, c'est la partie juridique rapide. Donc là, on va parler de comment fonctionne un cylindre. Une fois qu'on aura compris ça, on pourra comprendre comment le crocheter. Donc un cylindre, bon, il y a deux grands types de cylindres, il y en a plein, mais ce que vous voyez plutôt chez vous, c'est le cylindre paracentrique et le cylindre radial, mais ça fonctionne exactement pareil. Un cylindre, ça fonctionne avec des goupilles, donc il y a une goupille en haut, une goupille en bas, active, passive, poussée par des ressorts, et en fait, elle est sur un rotor. Et le but, ça va aller d'aligner ces goupilles-là sur le bas du rotor, on appelle ça une ligne de césure. À partir de là, on pourra ouvrir la porte sans trop de soucis. J'ai une petite vidéo à vous montrer, ça sera encore plus simple à comprendre. Hop. Alors, excusez-moi. Voilà, donc du coup, vous avez le cylindre ici, et vous voyez quand on met la clé, toutes les goupilles du bas, elles sont parfaitement alignées. C'est ce qui va permettre de tourner la clé tranquillement et d'ouvrir la porte. Ça, c'est le fonctionnement basique. Et quand on va venir crocheter, on va utiliser ce qu'on appelle un entraîneur. On va mettre de la tension latérale sur le rotor, et on va aller appuyer sur les goupilles une à une, et venir les aligner, donc simuler une clé. Et quand toutes les goupilles sont alignées, hop, on ouvre le cylindre sans souci. Voilà. Bon, j'ai pas mal de vidéos du coup. Hop. Donc une fois qu'on a compris ça, pourquoi en fait ça fonctionne le crochetage? Le crochetage, ça marche parce que en fait tous les trous des goupilles sont pas parfaitement alignés. Donc quand on va les appuyer dessus, on va sentir plus ou moins de friction. Une goupille qui a de la friction, faut appuyer dessus. Une goupille qui n'a pas de friction, c'est pas son tour, on attend. Donc on appuie sur les goupilles une à une et ça va tout seul. Donc le crochetage, du goupille par goupille, c'est vraiment hyper intéressant parce qu'en fait, si on est bon, on peut ouvrir vraiment tout ce qu'on veut, même s'il y a de l'anti-crochetage. C'est silencieux, donc si on vient faire ça dans une mission de type Red Team, donc il faut s'introduire physiquement chez le client. Si on fait ça pendant des réunions, des choses comme ça, personne ne nous entend. Par contre, ça nécessite énormément d'entraînement. Et du coup, il y a aussi besoin beaucoup de sang-froid. Donc si vous avez un peu de stress pendant la mission, n'essayez pas parce qu'il y a de fortes chances que ça foire.
Mais moi, mon but ici, c'est pas de beaucoup m'entraîner, c'est de pouvoir ouvrir des trucs vraiment sans talent. Et pour ça, il y a plein de techniques. Donc d'abord, je vais vous parler de la technique du zip ou du râteau, sensiblement la même chose. En fait, on a vu que quand on va aller crocheter, on va l'appuyer goupille par goupille. Bah, le zip ou le râteau, on va appuyer sur plein de goupilles, aléatoirement. Et au bout d'un moment, peut-être qu'on aura la bonne combinaison. Donc ici, je vais vous montrer un cadenas. Donc c'est une marque américaine. Ce cadenas, selon leur échelle, il est résistant à 8 sur 10 niveau crochetage. Et on va voir que c'est pas suffisant. Dites-vous qu'ils ont, pour prouver qu'il était bien résistant, ce cadenas, ils ont tiré dessus avec des pistolets pour montrer que c'était. Bah, ils sont en Amérique, hein, forcément, pour montrer que c'est résistant, on tire dessus. Mais en France, on n'a pas forcément besoin de ça. Juste en grattant les goupilles rapidement, le cadenas il s'ouvre en quelques secondes et ça coûte une trentaine d'euros. Donc ça fait un petit peu mal, sachant qu'un kit de crochetage, ça coûte 3 euros. Hein. Donc ça c'était la technique du zip. Donc allez gratter les goupilles une à une. La technique du zip ou du râteau, c'est vraiment bien parce que ça nécessite peu d'entraînement. N'importe qui ici peut le faire hyper facilement. C'est silencieux aussi. Par contre, il y a un facteur aléatoire, donc ça ouvre pas tous les cylindres, même s'il y a de l'anti-crochetage. Il faut quand même du sang-froid, il faut être à l'écoute des sensations que les cylindres nous renvoient pour pouvoir l'ouvrir. Et ça peut griffer le cylindre, donc s'il y a quelqu'un qui veut faire du forensic derrière, on peut voir que vous êtes passé par là. Et bon, il y a aussi des risques de dégâts si jamais vous savez pas trop ce que vous faites. On peut aller un petit peu plus loin, donc là ce qu'on appelle c'est la bum key. La bum key c'est hyper intéressant, en fait on va prendre une clé qui a le même profil que le cylindre et on va aller juste tailler des dents dedans de manière aléatoire. Et, enfin pas de manière aléatoire, plutôt de manière alignée, et on va prendre un petit marteau et on va les taper sur la clé et ça va aller ouvrir tous les cylindres. Donc pour la petite anecdote, ce cylindre là, il y a 2 goupilles anti-crochetage et dans la journée il y a une personne qui a réussi à l'ouvrir. Et regardez, enfin en crochetant de la manière dont je vous ai parlé. Et regardez la vitesse à laquelle on l'ouvre avec juste une bum key. Donc là, j'insère juste la clé et je mets juste un cran avant. Je vais aller taper dessus, hop, et c'est instantané. Là, le cylindre il s'ouvre vraiment hyper rapidement. Donc ça, c'est vraiment une technique très 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 efficace. Hop. Donc les bénéfices, on n'a pas besoin d'entraînement. C'est hyper silencieux et on peut même bypass l'anti-crochetage. Par contre, il y a un gros facteur aléatoire. Donc parfois on peut taper 30 fois sur le cylindre, parfois on tape une fois et ça fonctionne. Il y a encore des griffes qui peuvent apparaître. Il faut avoir le bon profil de clé, donc toutes les clés ne rentrent pas dans tous les cylindres, c'est comme ça. Et c'est bruyant. À chaque fois qu'on tape, on entend un gros et ça c'est un truc à se faire voir assez rapidement. Pour toujours faire moins d'efforts, il y a le pistolet anti-crochetage. Le pistolet anti-crochetage, ça va juste aller faire une sorte de petit essuie-glace. Ça va aller taper sur plein de goupilles. Et une fois qu'on tape sur plein de goupilles, en fait, on va tester plein de combinaisons et potentiellement trouver la bonne combinaison de clés et ouvrir le cylindre. Donc là, il faut être très attentif parce que ça va hyper vite. Donc là, hop. Donc ça, c'est un cylindre qu'on trouve une trentaine d'euros dans le commerce de manière générale. Vous voyez, je ferme bien à clé. La porte est bien fermée. Donc je vais approcher le pistolet et hop, c'est ouvert. Donc là, c'est instantané, c'est presque un cheat code. Et voilà, le cylindre, il s'ouvre et la porte s'ouvre. Et ça, sans entraînement, n'importe qui ici peut le faire vraiment sans problème. Hop, on revient là. Donc les avantages de ça, c'est on peut ouvrir pas mal de cylindres qui sont de basse ou de moyenne qualité, mais vraiment hyper rapidement, c'est trop simple. Ça nécessite vraiment peu d'entraînement, il faut juste savoir faire ça avec sa main et appuyer sur la détente. Et parfois même, on teste tellement de plein de combinaisons qu'on peut bypass l'anti-crochetage, donc passer à travers. Par contre, il y a un facteur aléatoire encore une fois, donc si vous avez un cylindre assez résistant, vous allez rester appuyé dessus pendant hyper longtemps et ça va pas être très efficace. On s'en rend pas compte là, mais c'est hyper bruyant, ça tape super fort sur les goupilles. Donc en fait, il y a même des petites paillettes de métal qui volent. Et donc si vous êtes chez un client et que vous restez trop longtemps sur le cylindre, ça peut l'endommager. Et il risque de ne pas être très très content. Donc à utiliser avec parcimonie. Et encore une fois, quand on va appuyer sur plein de goupilles, etc., sur vos PC, par exemple, vous avez ce qu'on appelle des Kensington, des câbles qui permettent de le sécuriser. Et dessus, on a des goupilles, des cylindres tubulaires. Donc, c'est les cylindres comme vous voyez là-bas. Il y a aussi ça, par exemple, quand vous allez jouer sur des flippers, des trucs comme ça, il y a toujours ce genre de cylindre. Et ça, c'est pas du tout résistant. Parce qu'on peut prendre un kit qui coûte 13 euros et encore, il peut coûter moins cher. Et là, je vais juste aller m'insérer. J'appuie sur toutes les goupilles et hop. Vous voyez, le Kensington, il s'ouvre
instantanément, donc ça coûte assez cher, et pourtant le kit il coûte pas cher, il est hyper efficace. Donc ça c'est assez intéressant pour montrer aux clients que les PC on peut les voler hyper facilement. Là je devais en parler vite fait, ces derniers temps il y a pas mal de modes au niveau du crochetage, et surtout sur la partie qu'on appelle ça les lichis. Les lichis en fait ça fait tout en un. Et ça a juste le même profil de clé, on met la clé et on a juste des numéros avec une petite pièce en métal, on met de la tension et ensuite on va l'appuyer sur les numéros. Donc là il n'y a même plus besoin de se prendre la tête à dire est-ce que je suis bien sur la goupille, etc. Il faut appuyer sur les numéros et ça marche super bien. Là dans la vidéo par exemple il a ouvert une voiture. Par exemple si vous utilisez le Lichi HU66, ça ouvre 3/4 des voitures en France. Donc c'est pas trop mal. Par contre je vous montre pas le crochetage parce que c'est assez long et fastidieux. Si on est bon ça prend 2-3 minutes. Et bon j'ai pas envie de vous embêter avec ça. Et parfois, du coup là je vous ai parlé de crochetage. Mais parfois on n'a pas besoin de crochetage. Parfois juste la porte elle-même est mal faite. Et en fait on arrive à ouvrir assez facilement et même sans kit. Donc juste là c'est ce qu'on appelle une serrure, donc je vous parlais de cylindre, une serrure c'est tout ce système là, et moi je vais pas vous embêter avec ça, mais juste attirer votre attention sur ce qu'on appelle le demi-tour. Donc le demi-tour c'est la petite partie qui rentre et qui sort quand vous appuyez sur la poignée, et cette partie là elle est juste sur ressort, et on verra de manière générale en serrurerie tout ce qui est sur ressort, c'est pas terrible. Donc voilà le petit demi-tour, bon je vous montre. Donc pour ceux qui ont perdu leur clé une fois, ça vous est déjà arrivé, la porte d'un côté elle n'a pas de poignée et elle est fermée uniquement par le demi-tour. Et le but c'est d'aller utiliser une sorte de papier de matière un peu radio d'hôpital. On va aller l'insérer dans la porte, dans l'encadrement, et on va aller juste faire en sorte que le demi-tour rentre dans son slot et on va pouvoir ouvrir la porte. Donc là je le passe et je vais mettre des petits coups de pied dans la porte, remonter le papier, et hop, le demi-tour va rentrer dans sa chambre et la porte elle va s'ouvrir hyper facilement. Donc pourquoi je vous parle de ça, c'est hyper pratique parce que dans l'industrie on tombe souvent sur des portes qui doivent s'ouvrir de l'intérieur mais qu'on puisse pas rentrer de l'extérieur. Donc par exemple s'il y a un incendie à l'intérieur, les gens doivent pouvoir sortir et mais pas rentrer dans l'atelier. Et la plupart du temps c'est protégé juste par un demi-tour. Donc ce demi-tour là, si vous appuyez dessus, peu importe le moyen, vous rentrez. Et du coup, il y a aussi un autre mode, toujours sur le demi-tour. Hein. Parfois, vous voyez, le demi-tour est apparent. Donc là, par exemple, vous pouvez voir ici. Là, la poignée, elle est protégée par un système de badge, mais le demi-tour, lui, on le voit. Il est apparent. Et là, c'est pareil ici. Le demi-tour, oui, c'est un portail, hein, mais le demi-tour, on peut le voir. Et donc, si vous pouvez voir ce demi-tour, il suffit juste d'aller le rentrer dans sa chambre. Donc, soit on appuie dessus, soit on tire dessus. Et là vous pouvez voir, j'appuie sur le demi-tour puisque je le vois. Et la porte elle s'ouvre directement. Donc parfois on a des portes qui sont hyper solides, protégées par un système de badge, etc. Assez solide. Et en fait juste en appuyant sur le demi-tour ça marche hyper bien. Hop. Ici, toujours pour faire moins d'efforts, il y a les passes PTT, je ne sais pas si vous connaissez. Ça permet en fait d'ouvrir n'importe quelle boîte aux lettres en France, il me le semble. Je ne sais pas si ça en Europe ça marche, mais vous achetez juste le pass de 21 clés et vous pourrez ouvrir toutes les boîtes aux lettres qu'il y a en France. Donc on a un peu l'impression d'avoir la bombe nucléaire des boîtes aux lettres en poche. Et je vous montre à quel point c'est simple. Hop. Donc ça c'est assez intéressant pour montrer aux clients que n'importe qui peut aller ouvrir et récupérer des colis, récupérer des lettres qui sont pour être confidentielles, etc. Et voilà, en fait on ouvre tout, on a la clé magique et ça va tout seul. Voilà. Ici on a une technique qui est assez intéressante, ça s'appelle le shimming. Donc en fait vous avez un cadenas. Donc imaginez que vous êtes en intrusion physique, vous tombez sur un cadenas et en fait la anse du cadenas elle est protégée par ce qu'on appelle un pen. Donc le pen c'est ce qui va venir retenir la anse et ce pen il est sur ressort. Et donc si on se rappelle du début, le ressort, tout ce qui est sur ressort en serrurerie, eh ben c'est pas terrible. Et ici vous pouvez voir dans la vidéo, donc là je prends un cadenas d'entraînement mais ça marche aussi avec des cadenas qui sont bien plus sécurisés. Donc parfois ils ont mis toute la sécurité au niveau de l'ouverture. Mais en appuyant sur le pen, eh ben, c'est assez simple de pouvoir l'ouvrir. Donc vous voyez ici, je rentre des petites parties de métal, donc des petites pièces de métallique, et le long de la anse, et ça va aller venir faire rentrer le pen directement, et ça va aller libérer la anse, comme vous pouvez le voir. Donc j'en mets un de chaque côté, j'appuie,
Et voilà, la anse se libère et on ouvre le cadenas assez facilement. Voilà. Hop. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. On le voit souvent. Je vois des sourires dans la salle. Apparemment, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Parfois, il y a des locaux qui sont assez importants dans les entreprises et ils sont protégés par ce type de digicode. Ce type de digicode est hyper cher et pas très résistant. En fait, c'est pas trop compliqué à ouvrir. En gros, on va mettre de la tension sur le verrou, donc sur ce qui permet d'ouvrir la porte, et on va aller tester tous les boutons. Tous les boutons, ils vont être un petit peu rebondissants, si je puis dire, mais certains boutons vont être plus durs que d'autres. Les durs, c'est les bons, on appuie dessus et c'est tout. Et du coup, il n'y a pas d'ordre, donc 1, 2, 3, 4, c'est 4, 3, 2, 1, c'est pareil. Et là, vous pouvez voir que... Hop, si je fais ça... Voilà. Donc là, vous voyez, j'essaye tous les boutons. Et dès que j'en sens un qui est plus dur que les autres, j'appuie dessus. Et je connaissais vraiment pas la combinaison. Donc il y a souvent 4 chiffres, une lettre. On appuie dessus. Et si on est assez bien rodé, on arrive à trouver la combinaison assez facilement. Donc en moins d'1 minute, ça se fait. Voilà. On avance assez vite dans la présentation. Je suis déjà 26e slide. Ça va peut-être finir un peu plus tôt. Et ici, ça peut arriver, on voit ça peut arriver chez un client. Les clés qui sont les clés qui sont protégées par ce genre de boîte à code. Ce genre de boîte à code, elle fonctionne avec des petites roulettes où il faut trouver la bonne combinaison. Et sur le côté, vous avez ce qu'on appelle un décodeur. Vous pouvez le fabriquer vous-même, hein, c'est hyper simple, c'est juste même un bout de canette métallique. Tant que c'est fin et qu'on arrive à l'insérer entre les différentes roulettes, vous pouvez sentir certaines rainures, certains points mous à côté des roulettes. Donc vous passez juste à travers les roulettes, vous faites tourner la roulette, et à un moment quand on commence à avoir un point mou, c'est que c'est la bonne combinaison. Et c'est hyper simple à trouver. Bon, l'ouverture n'est pas très intéressante, c'est pas non plus hyper intéressant comme vidéo, donc je vous l'ai pas faite, mais ça se fait largement, et ça font tout ce qui est sur ce genre sur roulette à code, ça fonctionne à peu près de la même chose. Donc si vous avez un décodeur comme ça, vous pouvez ouvrir pas mal de choses. Et voilà pour les ouvertures. Je voulais vous parler d'une partie badge, mais je vais pas le faire parce que badge c'est un peu vu et revu. Je vais vous parler un peu de signaux. C'est une petite partie, j'ai pas la prétention d'être expert en signal, mais parfois on peut ouvrir un petit peu ce qu'on veut avec des signaux. Donc il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est par exemple sur les portails, les portes de garage, toutes les choses comme ça. Si vous avez un brouilleur, en fait vous avez une touche pour ouvrir, une touche pour fermer. Par contre, si vous arrivez avec un brouilleur et vous brouillez la porte de garage ou la télécommande, la personne ne peut plus refermer sa porte. Donc ça peut être assez pratique si par exemple vous devez vous introduire quelque part, la personne part, elle appuie sur le bouton, vous l'avez brouillé, si elle n'a pas vérifié, le portail ne se referme pas et vous pouvez rentrer derrière, c'est open bar. Parfois, vous avez aussi la possibilité d'intercepter le signal d'ouverture. Donc la porte, la télécommande envoie un signal pour ouvrir la porte. Et si vous arrivez à l'intercepter, donc là c'est avec par exemple un flipper 0. Je ne recommande pas le flipper 0 pour intercepter des signaux. L'antenne n'est pas terrible. Par contre, avec un hack RF et une grande antenne, ça va super bien. Donc là c'est une porte de garage. Hop, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc juste, je vais aller intercepter le signal qui est envoyé. Donc on peut le voir sur une sorte d'oscilloscope. Et si je rejoue le signal, la porte va s'ouvrir juste derrière. Et donc ça c'est hyper pratique si vous tombez sur des portails ou des choses comme ça. Ça a une limite parce qu'il y a ce qu'on appelle du rolling code. Là par exemple le signal qui est envoyé à la porte c'est toujours le même. Donc si ça envoie AZERTY, ça va envoyer AZERTY à chaque ouverture. Par contre, il peut y avoir un rolling code, donc c'est-à-dire que, en gros, chaque nouveau message va être dérivé et ça va changer. Donc le message d'avant va être modifié, le message d'après, et ce ne sera pas le même. Donc pour ça, il y a aussi des bypass, des méthodes pour l'ouvrir. C'est un peu plus théorique, un peu plus compliqué à mettre en place, mais ça se fait. Ici, par exemple, vous avez le jam and replay. Donc imaginez que vous avez votre télécommande, vous voulez ouvrir votre voiture,
qui fonctionne avec un rolling code, bah, potentiellement, si moi je me mets au niveau de la voiture avec un brouilleur, que vous, avec votre télécommande, vous envoyez un signal, moi, si j'intercepte le signal, je peux le garder. C'est une sorte d'OTP, il est valable une fois. Par contre, la voiture ne l'aura pas reçu. Donc ça, c'est très pratique. Et moi, je fais rien. Et comme j'ai ce signal en mémoire, en tant qu'attaquant, je peux rejouer. Et la voiture va s'ouvrir derrière. Donc quand je dis voiture, ça peut être porte de garage, ça peut être portail, ça peut être vraiment tout. Mais ça se fait. Ça se fait. Et il y a aussi la partie relais. Donc la partie relais, ça fonctionne à peu près pareil. En fait, on va aller relayer un signal hyper rapidement. Donc si vous êtes par exemple assez loin de votre voiture, si moi j'appuie sur votre bouton, je peux envoyer ça à différents relais et aller relayer ça au niveau de votre voiture. La voiture l'aura pas reçu, mais en tout cas, le signal aura été intercepté et relayé jusqu'à la voiture. Et voilà. Bah, au final, ça a été plus vite que prévu. Je pensais, bon, on a commencé un petit peu plus tôt, mais voilà. Bon, bah, si vous avez des questions, en tout cas, je suis là et merci de votre attention. Bien, bravo. Bravo. J'allais vous dire merci, mais maintenant, je suis en train de regarder si j'ai toutes mes clés et je suis en train de réfléchir à quand je vais ouvrir ma voiture. Vous faites quoi ce soir à 19h? En tout cas, c'est très, très impressionnant. Merci de cette introduction, à la fois à la serrurerie et puis à l'interception de signal. On avait eu effectivement des techniques plus ou moins variés pour pouvoir s'introduire physiquement à l'intérieur des systèmes de sécurité. Et là, votre panel montre à la fois les systèmes les plus courants, j'allais dire de la vie civile, entre guillemets, les objets de tous les jours, mais qui sont réutilisés, ou en tout cas dont les principes sont strictement les mêmes, au-delà des compositions de serrures, mais également sur le principe d'envoi, réception, brouillage et émission d'une onde ou d'un code, dans des techniques ou dans des domaines d'application qui sont beaucoup plus problématiques et où, pour le coup, la donnée, qui d'ailleurs est totalement invisible, peut être captée et ensuite utilisée de manière malveillante. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. On va passer aux questions-réponses. Je vais prendre un micro en régie et puis on va faire le tour du public. Merci. Qui a des questions? S'il n'y a pas de questions, c'est que j'ai été clair. Ah, pas assez. Ah, j'en ai une. Tenez, monsieur. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Là, vous avez montré toutes les possibilités pour bypasser les systèmes. Et donc, quelle est pour vous la solution la plus fiable ? Ça couple plusieurs technologies. Il y a quelque chose qui est assez intéressant. Donc, par exemple, pour les portes, dans le cadre de l'entreprise, souvent un système de vérification par badge, des badges qui sont assez résistants avec une technologie résistante. Je pense à Deathfire. Et de ce que je vois, j'ai toujours un petit blocage, c'est sur les portes avec un électroaimant. Ça, c'est assez intéressant parce que du coup, on peut pas les toucher le demi-tour, on peut pas essayer d'aller crocheter le cylindre parce que ça c'est une partie fictive. Par contre, la partie électroaimant, elle est gérée par la partie badge. Et donc, ça permet de sécuriser la porte, ouais. Alors, ça, c'est pour le monde de l'entreprise, mais pour les particuliers. Ah, pour les particuliers, c'est une autre histoire. Moi, ce que je recommande, du coup, c'est de mettre en fait, quand on met un cylindre, on fait juste perdre du temps à quelqu'un. Un cylindre n'est jamais incrochetable. Donc, moi, ce que je recommande, c'est mettre un cylindre de bonne qualité, qui a certaines propriétés, donc anti-crochetage. L'anti-crochetage, c'est assez intéressant. Ça permet de mettre des goupilles qui ont une forme un peu différente, qui vont aller fausser un petit peu les sensations que le crocheteur a. Donc ça permet de faire perdre du temps. Aussi les cylindres anti-perçage, donc dedans il y a des roulettes qui vont permettre de ne pas pouvoir percer correctement. Et ensuite dessus on peut mettre une rosace. Donc cette rosace là, c'est une petite partie métallique qui est assez épaisse. Et donc ça fait encore une fois perdre du temps. Merci. Merci à vous. Une autre question? Ici. Oui. Tenez. Du coup, quels sont les meilleurs cadenas à utiliser? Quelle est la meilleure solution? Les cadenas à code ou les cadenas à empreinte digitale ou les cadenas à serrure? Les cadenas empreinte digitale, j'en ai pas une bonne expérience. J'ai regardé pas mal de vidéos là-dessus. Notamment quelqu'un qui est assez connu qui est le Lockpicking Lawyer, c'est un gars hyper connu et il fait pas mal d'analyses de cadenas différents. Il y avait un cadenas qui était assez marrant qui était empreinte digitale et dessus il y avait une vis et une fois qu'on l'avait dévissé, et ben en fait on peut ouvrir le cadenas et libérer la anse. Il avait contacté la personne qui fabriquait ces cadenas là, enfin le fournisseur, et la personne a dit oui, le cadenas est incrochetable pour les gens qui n'ont pas de tournevis. Donc franchement je trouvais ça assez limite. Donc non, moi ce que je préfère, c'est il y a des cadenas qui sont assez intéressants, j'ai pas la marque, mais qui utilisent des clés qui sont radiales. Donc comme on l'a vu au tout début,
ton cylindre il est droit. Tu as aussi les clés radiales, ça c'est un petit peu plus compliqué à crocheter avec de l'anti-crochetage dessus. Et sur la anse, des fois tu as la anse, elle n'est pas cylindrique, elle est un peu hexagonale et ça empêche d'aller faire du shilling dessus. Donc ce genre de cadenas est assez intéressant. Donc c'est pas parce qu'il est cher qu'il est résistant, mais il faut partir sur des choses qui sont un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Et plus c'est différent, moins il y a des gens qui ont de compétences pour pouvoir l'ouvrir. Ok, merci beaucoup. Bonjour. Moi, je fais un peu de crochetage par passion. Et en termes d'outils, quand je regarde la chaîne de Lockpicking Lawyer avec son site Covert Instrument, je crois, est-ce qu'il y a des alternatives qu'on peut acheter sur d'autres sites, pas trop cher, parce que j'ai un kit, du coup, mais je ne peux pas ouvrir les autres cadenas avec les serrures plates. Radial, c'est ouais, ça? Voilà, ouais, ça. Ok. Moi, mon alternative, c'est AliExpress. Même la plupart des sites qui te vendent des kits de crochetage, potentiellement, elles le font fabriquer en Chine, venir de Chine. Donc moi, j'achète ça là-dessus. Il y a aussi Banggood qui est assez intéressant. Et dessus, tu peux trouver pas mal de kits de crochetage. Donc tu as des kits de crochetage qui sont assez bas de gamme. Tu peux partir sur un milieu de gamme d'une vingtaine d'euros. Et dessus, si tu veux ouvrir des cylindres de type radial, il te faut pas des petits crochets, mais des petits drapeaux pour aller appuyer latéralement. J'ai une marque en tête, mais je l'ai plus en tête, mais en tout cas j'ai le kit, mais ça coûte une quinzaine d'euros. Ouais, en tout cas je te recommande de partir là-dessus, AliExpress, Banggood, tu trouveras ton bonheur. Merci beaucoup. Une autre question? Oui, au fond? Bonjour à tous. Alors, question concernant les véhicules. Qu'est-ce que vous recommandez pour sécuriser les accès aux voitures? Ça c'est un petit peu compliqué, que personne n'ait accès à votre clé déjà. Ensuite, il y a des vulnérabilités qui sortent vraiment presque tous les mois, même sur Tesla. Donc vraiment, ce que je dis aujourd'hui, ça n'aura pas de sens demain. Idéalement, en fait, il faudrait la clé qui est enfin même les systèmes keyless, il ne faudrait même pas qu'ils puissent émettre d'ondes. Il faudrait la mettre dans une cage de Faraday. Mais là, on devient un petit peu parano. Donc non, il y a toujours, pour l'instant, de ce que je vois, tous les systèmes ont toujours un peu une faille temporairement. Donc je pourrais pas recommander de trucs pour le moment. Très bien, merci. Merci. Merci bien. Alors j'en profite évidemment au gré des questions pour pouvoir poursuivre celle-ci, parce que la question que monsieur a posée était une à laquelle je pensais. Y a-t-il des moyens, je pense sur l'exemple type d'une clé de voiture qui émet des radiations, alors soit continues, soit tournantes, comme vous le disiez, y a-t-il un moyen d'arrêter ces radiations et autres, évidemment, qu'enlever la pile? Oui, c'est possible. C'est un petit peu, vous voyez aussi par exemple sur les cartes bleues, les choses comme ça, tout ce qui peut en fait émettre des ondes ou les recevoir, en fait, il faut avoir une sorte de petite cage de Faraday. Donc vous avez par exemple sur internet, vous pouvez trouver des pochettes qui permettent de ne plus faire sortir d'ondes. Donc la télécommande, elle, n'émet plus d'ondes. Ou alors pour les cartes bleues, vous mettez votre carte bleue dans un étui et elle ne peut plus recevoir d'ondes. Donc je ne sais pas en quelle matière c'est fait, ça m'étonnerait que ce soit en plomb, mais en tout cas ça permet en gros de ne plus votre clé, votre carte, etc. ne peut plus interagir avec le monde extérieur. Et ben là, ça la sécurise instantanément, on va dire. Ça évite effectivement l'envoi de la radiation, ou en tout cas la réception d'un brouillage Exactement. qui pourrait être émis par une source proche ou lointaine. C'est ça. Du coup, là, c'est la partie informatique. Après, il y a la partie un peu plus technique où on a vu avec le Lichy qu'on peut ouvrir les portes, du coup, avec le système de clé. Donc là, ça revient sur une autre problématique. Donc il y a toujours quand une porte est fermée, une fenêtre s'ouvre, mais voilà, on peut essayer de limiter la casse comme ça, ouais. Oui, effectivement, dans votre démonstration, on a vu que sur la première partie, il y avait tout simplement un topo sur les solutions mécaniques, tout ce qui était serrure, avec crochetage, ou encore les demi-tours que l'on pouvait actionner à l'aide de différentes méthodes ou de différents outils ou différentes techniques. Et puis ensuite, effectivement, la partie électronique qui impose, là encore, soit une codification d'un signal pour l'envoi à la réception, soit encore un programme un petit peu plus complexe pour brouiller de manière un peu aléatoire ou plus ou moins fréquente le signal envoyé, afin évidemment d'éviter de générer une séquence courte qui puisse être facilement dupliquée. C'est ça.
J'imagine que dans le domaine professionnel, parmi vos clients ou parmi les applications auxquelles vous êtes confrontés pour justement améliorer cette sécurité, il y a la combinaison des deux effets, à la fois mécanique et électronique. C'est toujours nécessaire, ouais, c'est ça. C'est quelque chose qui est très important à tester parce que au final, des fois, on peut se retrouver avec des clients qui ont mis un système de sécurité qui est logique très fort. Et au final, par exemple, comme là, on voit sur la vidéo du demi-tour, en fait, le demi-tour, on peut juste appuyer dessus. Donc il y a toujours une partie mécanique, une partie logique. Et c'est à ça que servent les tests d'intrusion de type Red Team, intrusion physique. C'est de toujours vérifier cette partie qui est vraiment mécanique, terre à terre, et aussi la partie logique, quoi. Oui, et identifier effectivement quels peuvent être les points forts ou les points faibles. Je repensais à votre vidéo du portail, où on voit un portail assez imposant, une serrure en elle-même assez grosse, et finalement un demi-tour tout à fait accessible par l'espace qu'il y avait entre la serrure et son logement. Exactement, ouais, c'est ça. Y a-t-il quelques questions supplémentaires? Eh bien, ma foi, je crois qu'on a fait le tour. On peut nous applaudir. Bravo pour cette présentation. Merci à tous. Merci de votre présence sur ces exposés et sur tout simplement ce FIC. Ici au Hacking Lab, nous allons enchaîner encore jusqu'à cette fin d'après-midi des conférences sur différents thèmes. Le prochain intervenant, ce sera pour 14h35 avec Airbus qui vient nous parler d'architecture CPU exotique. Je vous remercie et je vous souhaite très bon forum à tous.